Je ne suis pas né d'hier. J'ai rencontré des gens et fait des choses inusitées. Vous croyez peut-être que plus rien ne m'étonne? Détrompez-vous. Le monde regorge d'histoires et de phénomènes plus incroyables les uns que les autres, et de mystères qui me tiennent éveillé la nuit, certains dont je connais la réponse, et d'autres qui dépassent l'entendement. Les morts peuvent-ils hanter des objets? À Atlanta, les pilotes d'un avion de ligne reviennent d'outre-tombe. Je sais que je n'ai pas rêvé. Des avions peuvent-ils être hantés? En Grande-Bretagne, un jeune garçon est attaqué par un tableau. Il a senti quelque chose le pousser dans l'escalier. Des œuvres d'art peuvent-elles abriter des démons? Et après un séisme en Nouvelle-Zélande, un homme est attaqué par un fantôme. J'ai senti qu'on essayait de m'étrangler. Les catastrophes naturelles libèrent-elles de l'énergie spectrale? Oui, c'est un monde étrange et j'adore ça. Vous avez déjà vu un fantôme? Ou quelque chose qui ressemblait à un fantôme? Il y en a plein à ma maison. Oh, c'en est un gros! Oui, ils sont partout. Et de deux. Bien fait pour toi. Dans les murs, les planchers. On ne sait jamais d'où ils vont surgir. Il vaut mieux être sur ses gardes. Mais tous les fantômes ne sont pas le produit de Hollywood. Des millions d'entre eux hanteraient non seulement nos maisons, mais aussi toutes sortes d'objets inattendus. Nos maisons et nos objets peuvent-ils vraiment abriter des esprits? Les fantômes sont-ils omniprésents dans notre environnement? Je ne le sais pas, mais... chose certaine, je ne voudrais pas avoir affaire à l'un d'eux dans un avion. Été 1973. L'agent de bord Enid Grigg d'Eastern Airlines se prépare pour un quart bien rempli. On allait de Portland à Seattle, de Seattle à Omaha, puis d'Omaha à Saint-Louis et de Saint-Louis à Atlanta. Enid adore son travail, mais ce jour-là, elle ne se sent pas d'attaque. J'avais une grippe intestinale. J'ai demandé à la chef de cabine si je pouvais aller me reposer dans l'office. Je ne me sentais pas bien. Tout se passait bien sur le vol, alors elle m'a permis d'aller m'étendre un moment. Je suis descendue dans l'office et je me suis couchée. J'y suis restée un moment. Je ne sais pas si j'ai vraiment dormi ou non. Tout à coup, Enid a un étrange pressentiment. Bien qu'elle soit seule dans l'office, elle sent une présence. Quelqu'un l'observe. J'ai vu un pilote qui se tenait juste à mes pieds. J'étais tellement mal à l'aise. Il m'a surprise en train de dormir. J'étais vraiment dans le pétrin. Non seulement Enid s'endort-elle pendant son quart, elle se fait surprendre par le commandant de bord. Elle est pétrifiée. On ne s'est même pas adressé la parole. Il est resté là, à me regarder fixement. Puis il est reparti. Voulant à tout prix s'excuser, Enid fait part de l'incident à une collègue. J'ai demandé à une autre agente si elle avait vu passer le pilote. Mais personne n'était sorti de la cabine. J'étais pourtant certaine de l'avoir vu. Frustrée et confuse, elle tient à s'excuser auprès du commandant de bord. Je suis allée droit dans le cockpit pour savoir si l'un d'eux était descendu dans l'office, mais non. Et il n'avait aucune raison de me mentir. Qui alors Enid a-t-elle vu dans l'office? A-t-elle tout imaginé?
Il n'y avait pas d'autres pilotes sur le vol. Son uniforme était tout neuf. Les garnitures étaient d'un jaune éclatant. Il était bien réel. Ce n'était pas un rêve. Je ne crois pas aux fantômes. Je sais que je n'ai pas rêvé. Enid n'est pas la seule. Durant la même période, d'étranges apparitions sont signalées sur d'autres vols d'Eastern Airlines. Neil Holland est un ancien pilote de la compagnie. D'étranges visions ont été rapportées dans mon avion. Pas seulement dans l'office, mais aussi dans les allées. Les apparitions ont un point en commun. Les témoins disent avoir reconnu les fantômes. Ceux du commandant Bob Loft et du mécanicien navigant Don Repo. Tous les employés d'Eastern Airlines connaissent Bob et Don. Car ils sont morts dans l'écrasement en 1972 du vol 401 dans les Everglades en Floride. Même un vice-président d'Eastern Airlines aurait aperçu le fantôme du commandant Loft et du second officier, Don Repo. Durant tout l'été 73, les apparitions se multiplient auprès des employés de la compagnie. Un jour, un pilote qui prenait place à côté d'un passager a soudainement disparu. Il correspondait en tout point au commandant Bob Loft. Certaines apparitions sont si terrifiantes qu'elles entraînent une interruption de service. Un vol a dû être annulé, tellement une apparition avait bouleversé un agent de bord et l'équipage. Je ne sais pas si c'était le fantôme de Don Repo ou celui du commandant Loft. Tandis que la rumeur court, Eastern Airlines tente de limiter les dégâts. Mais la compagnie finit par révéler un fait troublant. Des pièces intactes, récupérées après l'écrasement du vol 401, ont été installées sur d'autres appareils de sa flotte. Des pièces de l'office et des composantes électroniques du vol 401 ont été posées dans d'autres appareils. Puis, un fait encore plus inquiétant est mis au jour. La plupart des apparitions sont survenues près des pièces recyclées, principalement dans l'office des appareils. Le fantôme de Don Repo est apparu à une agente de bord dans un des fours de l'office. Elle en avait été profondément bouleversée. Le tollé suscité par les apparitions sur les vols d'Eastern Airlines force la compagnie à retirer les pièces recyclées de ses appareils. Les apparitions se font plus rares, mais ne cessent pas complètement. On a continué à voir leurs fantômes jusqu'à la dissolution de la compagnie en 1991. J'ai ouï dire que les transporteurs qui ont récupéré certains appareils d'Eastern Airlines ont eu les mêmes problèmes. Tout ça est fascinant, mais décidément très étrange. Les composantes mécaniques peuvent-elles être hantées par des victimes d'accidents? Et si c'est possible en avion, pourquoi pas en voiture? En traversant un canyon la semaine dernière, j'ai justement heurté quelque chose. Je l'ai senti passer sous mes roues, mais je n'ai jamais su ce que c'était. Les vols d'Eastern Airlines étaient-ils hantés par les victimes d'un écrasement? Teresa Bain, enquêteuse du paranormal, est aussi l'auteure de l'Encyclopédie des démons. Tous les phénomènes n'ont pas une explication rationnelle. Les humains n'ont simplement pas la capacité de comprendre pleinement tout ce qui se passe dans leur environnement. Elle n'a aucun doute sur l'origine des fantômes du vol 401. Selon elle, ils seraient liés aux pièces récupérées de l'écrasement par un phénomène paranormal dit d'hologramme multidimensionnel. Les hologrammes multidimensionnels sont ce que certains appellent des fantômes. Ils surviennent quand l'énergie d'une personne se transpose et s'inscrit dans un objet, en brouillant la frontière entre les dimensions. Teresa affirme que, contrairement aux fantômes, ce type d'apparition ne peut parler aux humains ou interagir avec eux, ce qui expliquerait le mutisme du commandant de bord, apparu à Enid dans l'office. Ces fantômes n'ont pas interagi avec les témoins pour la simple raison qu'ils sont un peu comme des enregistrements. On peut écouter nos chansons préférées encore et encore, mais on ne pourra jamais interagir avec elles. Comment ces pièces d'avion ont-elles saisi l'empreinte de ces fantômes?
Teresa croit que le transfert d'énergie est survenu dans les derniers moments du vol 401, tandis que le commandant Loft tentait de redresser l'appareil. Les derniers instants du commandant Bob ont dû être terrifiants. Il avait tant de vie entre les mains, il a tout fait pour tenter de les sauver, mais il a dû se rendre à l'évidence qu'il n'y arriverait pas. Elle croit que l'énergie psychique du commandant, juste avant sa mort, était si puissante qu'elle a défié les lois de la physique. Il a poussé son dernier soupir et libéré toute cette énergie au même moment où l'avion s'est écrasé. Vu la force de l'impact, il ne fait aucun doute que cette énergie ait pu être absorbée par les objets environnants. Les fantômes du vol 401 sont-ils des esprits résiduels? De simples objets peuvent-ils s'imprégner de l'image des morts? Ou y a-t-il une autre explication? Certains de mes patients me consultent parce qu'ils voient des fantômes. Des membres d'équipage rapportent de mystérieuses apparitions sur des vols d'Eastern Airlines. Les appareils sont-ils hantés par le fantôme de pilotes décédés? Du moins, pas selon le spécialiste du sommeil, Charles Samuels. Personnellement, je ne crois pas aux fantômes. Il croit néanmoins que le personnel a bel et bien eu des visions. Ce que ces personnes ont cru être des fantômes n'étaient que de simples hallucinations. Mais comment expliquer ces hallucinations? Possiblement par un problème de santé qui touche le personnel navigant plus que toute autre profession, les troubles du sommeil. Le personnel de l'aviation commerciale est clairement sujet au manque de sommeil à cause d'horaires variables qui dérèglent complètement leur cycle du sommeil. Ce dérèglement entraîne la dysfonction de l'un des mécanismes les plus sensibles du corps humain, l'horloge biologique ou rythme circadien. Le rythme circadien est régi par notre biorhythme, qui, lui, est contrôlé par une partie du cerveau qui règle notre horloge biologique au quotidien. L'horloge biologique de tous les humains doit être remontée chaque jour. La partie du cerveau qui contrôle le rythme circadien s'appelle le noyau suprachiasmatique de l'hypothalamus, ou NSC. La lumière du jour pénètre dans l'œil jusqu'à la rétine et envoie un signal au NSC pour réinitialiser notre horloge biologique tous les jours. Lorsqu'un manque de sommeil empêche la remise à zéro de l'horloge biologique, ce mécanisme se détraque et entraîne un état susceptible de provoquer des hallucinations, comme l'explique le Dr Samuels. Les frontières entre l'éveil et le sommeil ne sont pas aussi nettes qu'on pourrait le croire. Elles se recoupent, si bien que certaines personnes croient avoir vu un fantôme alors qu'elles ont littéralement eu un rêve éveillé à cause d'un dérèglement du cerveau. Le manque de sommeil explique-t-il les apparitions des pilotes décédés? Dans ce cas, pourquoi n'a-t-on plus vu leurs fantômes une fois les pièces recyclées et remplacées? L'ophtalmologiste Andrew Dahl est aussi d'avis que les fantômes du vol 401 sont des hallucinations. Quand j'ai entendu parler de ces fantômes, j'ai compris que ces personnes ne mentaient pas. Pour elles, ces apparitions étaient bien réelles. Selon lui, elles ont été causées par de puissantes radiations interstellaires, les rayons cosmiques. Les rayons cosmiques proviennent de l'activité et des taches solaires, ainsi que des supernovas qui explosent ailleurs dans notre galaxie. Le Dr Dahl croit que ce puissant rayonnement a de dangereuses conséquences pour les pilotes et les agents de bord. Plus on s'éloigne de la surface de la Terre, plus on s'expose à ces rayons cosmiques. Le personnel de bord vole à de très hautes altitudes. Il est donc plus vulnérable que le reste de la population. Selon lui, ces rayons ont des conséquences dévastatrices sur la santé oculaire, entraînant des cataractes, c'est-à-dire l'opacité du cristallin. Le personnel de bord est 3 fois plus susceptible de développer des cataractes que le reste de la population. Comment les cataractes causent-elles des hallucinations? L'explication pourrait se trouver dans une affection rare, le syndrome de Charles Bonnet, qui consiste à se créer des images pour pallier la baisse de la vue. L'agent de bord s'est réveillé
et a vu une forme floue et foncée. Son cerveau, pour compenser le manque de netteté, a créé une image de toute pièce, qui lui a pourtant paru bien réelle. Les fantômes du vol 401 sont-ils nés de la vision floue du personnel? Ou les pièces de l'avion étaient-elles vraiment hantées? Et qui, au juste, est apparu à Enid Grigg dans l'office? On ne saura peut-être jamais. Bizarre ou quoi? En Grande-Bretagne, un garçon de 10 ans frôle la mort à cause d'un tableau. Quelque chose l'a poussé dans l'escalier. En vieillissant, je cherche de nouveaux passe-temps et j'ai récemment découvert la peinture. Prenez ce tableau par exemple. Vous voyez le contraste des couleurs et les textures que j'ai créées. J'ai mis les personnages en perspective grâce à ces formes en retrait. Et je me suis inspiré du pointillisme pour ajouter des nuances. Vous me suivez? Une œuvre de cette envergure est le fruit d'un long travail, chargé en émotions. Il faut se livrer corps et âme pour faire preuve d'une telle créativité, la recette gagnante pour réaliser une belle œuvre. La prochaine histoire porte sur un artiste tout aussi talentueux, qui s'est lui aussi donné corps et âme. Et pas seulement. Au sens figuré. En 1999, à Maryport, en Angleterre, Sean Robertson rentre chez lui avec un héritage unique. Une mystérieuse toile que sa grand-mère possédait depuis des dizaines d'années et qu'elle gardait mystérieusement à l'abri du regard de ses proches. Le tableau s'intitule « L'homme tourmenté ». Il appartenait à ma grand-mère. Elle le conservait chez elle, sous clé. Elle ne l'aimait pas, alors elle ne l'a jamais accroché. Mais elle me l'a montré plusieurs fois et je l'adorais. C'est pourquoi elle me l'a légué quand elle est décédée. Les origines du tableau sont mystérieuses. Elle l'a eu d'un ami de la famille. Elle n'a jamais su le nom de son créateur, ni d'où il venait exactement. Mais d'après le peu que j'en en sais, il y a déjà de quoi glacer le sang. La légende veut qu'il s'agisse de l'autoportrait d'un homme si tourmenté qu'il se serait mutilé en peignant la toile. Il a utilisé de la peinture à l'huile, mais elle est à son propre sang. Mais il y a plus macabre encore. Une fois le tableau terminé, il s'est enlevé la vie. Au lieu d'être dégoûté, Sean se réjouit à l'idée d'avoir hérité du tableau. J'ai grandi en écoutant des films d'horreur. Je sais différencier le vrai du faux. Je ne suis pas superstitieux du tout. Sa femme Dawn en a la chair de poule. Elle refuse de l'accrocher dans la maison. On a trouvé un compromis. J'ai gardé le tableau, mais à l'abri des regards, alors je l'ai mis à la cave. Le tableau y restera pendant plus de 10 ans et tombera dans l'oubli. Jusqu'en 2010. Sean retrouve l'homme tourmenté et décide de lui donner la place qui lui revient dans la maison familiale. J'ai réussi à convaincre ma femme d'accrocher le tableau dans la chambre d'amis. Mais la joie de Sean est de courte durée. Un voile ténébreux commence à planer sur la maison. Dès qu'on a accroché le tableau, on a senti un malaise dans la maison. Je me suis mis à faire d'affreux cauchemars à propos de cette toile. Dans les jours qui suivent, Sean se rend compte que ces cauchemars ne sont que la pointe de l'iceberg. Bien qu'ils vivent dans cette maison depuis des années, Sean et Dawn commencent à remarquer des bruits inhabituels. On a entendu des sanglots, comme si quelqu'un pleurait. Puis on a entendu un énorme fracas en pleine nuit et des bruits de pas, ce qui n'était jamais arrivé avant d'accrocher le tableau. Mais le plus terrifiant survient à la tombée de la nuit, tandis que les cauchemars de Sean deviennent réalité.
J'ai commencé à voir une silhouette noire au pied de mon lit presque tous les soirs. Les étranges apparitions se multiplient et commencent à s'en prendre à sa femme. Elle s'est réveillée un matin en pensant que j'étais encore au lit avec elle. Elle s'est retournée pour me parler, mais ce n'était pas moi, c'était quelqu'un d'autre. J'ai couru à l'étage et je l'ai trouvée en pleurs, complètement bouleversée. Tandis que l'activité paranormale s'intensifie dans la maison, Sean croit en reconnaître la cause. J'ai dû me rendre à l'évidence que tout avait commencé après qu'on eut accroché le tableau. Malgré tout, Sean tient à conserver le tableau. Du moins, jusqu'à ce qu'il s'en prenne à son fils. Je sortais de la douche, je descendais l'escalier. Il a senti quelque chose le pousser dans l'escalier. J'ai senti 2 mains dans mon dos. Et j'ai déboulé l'escalier. Pour Sean, c'en est trop. Il décide de remiser pour de bon le tableau de l'homme tourmenté. Le tableau est retourné à la cave. Je ne voulais plus prendre de risques et mettre les miens en danger. Une fois la toile remisée, les apparitions cessent. Mais l'obsession de Sean à l'égard de l'homme tourmenté persiste. Il ressort le tableau, cette fois dans l'espoir de filmer la mystérieuse force qui torture sa famille. J'ai installé ma caméra vidéo avant d'aller au lit et je l'ai laissé filmer pendant environ 8 heures. Pendant 3 nuits, la caméra de Sean capte de mystérieuses activités. D'abord, une série de bruits inexpliqués. Puis une porte qui se referme toute seule. Et l'apparition d'une silhouette fantomatique. Elle enregistre ensuite ce que Sean croit être une preuve irréfutable. Quelqu'un ou quelque chose renverse le tableau. Il n'a pas pu tomber seul dans la position où il se trouvait. Beaucoup de gens sont sceptiques et pour cause. Je l'étais moi aussi, et je le suis toujours. Mais la vidéo est là pour le prouver. Ce n'est pas truqué. Il y a peut-être une explication tout à fait raisonnable, mais je ne l'ai pas encore trouvée. Sean refuse de se départir du tableau de l'homme tourmenté. Je veux le garder. J'aimerais l'accrocher, mais depuis l'incident avec mon fils, je ne veux plus courir de risques. Je ne veux mettre personne en danger. Le fantôme d'un homme torturé vit-il dans le tableau remisé par Sean? Barry Guy est enquêteur du paranormal. Il croit que la famille Robinson est victime d'une forme rare et dangereuse d'esprit. Un fantôme intelligent. Les fantômes intelligents sont des esprits capables d'interagir avec les vivants. Ils peuvent nous faire sentir leur présence et communiquer avec nous. Ils peuvent aussi déplacer des objets sur demande et littéralement se manifester sous nos yeux. Barry Guy croit savoir d'où l'homme tourmenté tient ses pouvoirs surnaturels. Le tableau a dû emmagasiner une forme d'énergie émanant de l'artiste. Je crois que le peintre lui a, en quelque sorte, insufflé son âme tourmentée, et que cette âme hante à son tour la famille Robinson. Un tableau peut-il être hanté par son auteur? Il n'est pas impossible que le fantôme de cet homme vive dans son tableau et tente de s'en extirper. Selon lui, le fils de Sean n'est pas à l'abri d'une prochaine agression qui pourrait lui être fatale. La solution? C'est simple. Il pourrait tout simplement détruire le tableau, ou encore le sortir de sa maison, de l'endroit où il vit, et le mettre ailleurs pour voir si les agressions continuent. Ça lui simplifierait la vie, sans doute. Ça me paraît évident. Pourquoi n'y a-t-il pas pensé avant? Pourquoi ne pas écouter les experts, Sean? D'abord, il vous attaque, puis il s'en prend à votre femme et manque de tuer votre fils. Et que faites-vous? Rien. C'est pourtant simple. Sean, si vous êtes à l'écoute, regardez bien. Regardez. Vous voyez? Ce n'est pas si difficile. Pardon? Oh!
Ce n'est pas le bon tableau. Sean a-t-il libéré un esprit tourmenté, prisonnier du tableau? Ou ce mystère a-t-il une autre explication? Certains portails s'ouvrent sur des dimensions obscures. Une famille est tourmentée par des apparitions qu'elle attribue à un mystérieux tableau. L'homme tourmenté est-il hanté? La psychiatre Tracy Letts a une théorie encore plus étonnante. Le tableau de l'homme tourmenté serait un portail vers un autre monde. Un portail est une ouverture ou un passage à double sens permettant d'interagir avec une autre dimension, qu'elle soit spirituelle, astrale ou spatiale. Voilà une théorie qui défie les lois de l'espace-temps. Comment est-ce possible? Rien de plus simple. Selon le Dr. Letts, lorsqu'il a peint la toile, l'artiste aurait créé intentionnellement ce passage en puisant dans ses émotions. Ces portails sont plus fréquents qu'on pourrait le croire. Il suffit parfois de réciter une prière et d'ouvrir son cœur pour créer une passerelle temporaire vers le monde des esprits. Le peintre a-t-il ouvert la porte des Robinson à un voyageur d'une autre dimension? Je sens que quelque chose, une sorte d'entité poussée par la curiosité, tente de communiquer avec son entourage ou d'entrer en contact avec celui-ci. Pourquoi alors s'en prendre au fils de Sean? Certains portails s'ouvrent sur des dimensions obscures où les entités ne connaissent ni remords ni scrupules. Un peu comme les tueurs en série qui peuvent engendrer un grand sentiment de peur. Le peintre de l'homme tourmenté a-t-il établi le contact avec des êtres d'une autre dimension? L'un d'eux a-t-il accédé à notre monde? Tous ne partagent pas ce point de vue. L'enquêteur du paranormal Mike Sinclair se spécialise dans la démystification de fausses vidéos de fantômes. Il en a vu des centaines. La plupart de ces vidéos sont complètement ridicules. On voit tout de suite l'arnaque, car les gens utilisent les mêmes vieux trucs encore et encore. Ils n'ont rien inventé. Selon lui, la vidéo de Sean recourt aux mêmes techniques que les films d'épouvante amateurs. Des objets sont déplacés à l'aide de ficelles qui disparaissent au montage. La qualité vidéo est mauvaise, les images sombres et les mouvements saccadés. Les fantômes ne sont que des acteurs qui passent en courant devant la caméra. Sean a-t-il créé les vidéos de toutes pièces? Tout ce qui se passe dans ces vidéos s'explique. Je ne vois pas comment une personne saine d'esprit pourrait croire qu'elles sont le résultat d'une activité paranormale. Les vidéos de l'homme tourmenté sont-elles des canulars? Si oui, comment Sean s'y est-il pris? Mike Sinclair et son collègue Jason Lundy vont reproduire l'incident de la porte qui se referme. Quelques dollars, du fil à pêche, du ruban adhésif et le tour est joué. Et en quelques minutes seulement. Le plus dur est de coller le ruban sous la porte. Et voilà le travail. Avec cette ferrure au mur, on pourra fermer la porte par ici et l'ouvrir en tirant sur l'autre bout du fil. Prêt pour un tour de magie? Les résultats sont convaincants. Vous avez vu ce fantôme? On a fait encore mieux que lui. Mike Sinclair croit aux fantômes, mais il croit aussi que ces canulars font mauvaise presse aux phénomènes paranormaux. C'est important de révéler les canulars, car on se donne cœur et âme dans notre travail, et on prend tout cela très au sérieux. Sean Robinson a-t-il créé les vidéos de toutes pièces? Ou a-t-il été visité par une entité démoniaque qui s'est introduite par le tableau depuis un monde parallèle? Bizarre ou quoi? Attention, j'arrive! Vous connaissez ma passion pour les travaux et la rénovation. Pourquoi engager des ouvriers quand on peut le faire soi-même, hein? Et voilà pour la porte. C'est pas parfait, mais quelle importance.
Et si je vous disais que tout ce remue-ménage peut ouvrir de nouveaux passages? Des passages que personne ne souhaite avoir dans sa maison. Le 1er septembre 2010, Alan Bennett et sa femme Sandra terminent leur nouvelle maison de Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Alan, un entrepreneur en bâtiment, a rénové la maison de 2 étages de la cave au grenier. C'est une maison de campagne charmante. J'ai tout démoli et tout rebâti. Tout ce qui reste d'origine, c'est la charpente et cette pièce-ci. Les Bennett sont à peine installés qu'Alan reçoit la visite d'un inconnu. Il a dit être le fils du premier propriétaire. L'homme n'entre pas. Il se contente de donner une photo à Alan. Il m'a remis une petite photo noir et blanc de la maison datant des années 1930. Une drôle de photo. Alan accepte la photo, mais le cadeau de l'étranger le laisse perplexe. Quelque chose clochait à propos de cette photo. Plus je la regardais, plus elle m'agaçait. Son agacement se transforme rapidement en colère. Il finit par craquer. Je l'ai saisie, je l'ai déchirée et je l'ai mise à la poubelle. Je la trouvais de plus en plus troublante. Alan tente d'oublier cet incident. Le lendemain, les éléments se déchaînent. Christchurch est secoué par un séisme de 7,1, le premier d'une telle envergure dans la région en près d'un siècle. C'était épouvantable. Ça m'a tout pris pour sortir du lit tellement ça tremblait. Le plancher était jonché de tuiles et de verres brisés. C'était un séisme d'une intensité et d'une durée sans précédent. La ville essuie de lourds dommages, évalués à 4 milliards de dollars. Et la maison d'Alan n'y échappe pas. La maison s'est enfoncée d'une trentaine de centimètres. Plus aucune porte ni fenêtre ne fermait correctement, ça coinçait de partout. La maison est toujours debout, mais Alan remarque un sinistre changement. Il y a quelque chose, une présence malsaine dans l'air. Partout, dans le couloir, dans la chambre et même dans la douche, on sentait soudainement des vagues de froid nous parcourir de la tête aux pieds, au point de nous faire dresser les cheveux sur la tête. Quoi que ce soit, Alan prie pour que ça cesse. Mais la situation va de mal en pis. On regardait un film quand la porte s'est ouverte et qu'une espèce de spectre est apparu au beau milieu de la salle de séjour en nous regardant fixement. Il était là, immobile, puis il est disparu. On s'est regardé, ma femme et moi, sans rien comprendre. Les apparitions deviennent si effrayantes qu'Alan et sa femme envisagent de partir. Mais ils sont trop investis dans la maison pour l'abandonner. Alors ils restent. Une décision qu'ils n'ont pas fini de regretter. À 3 heures du matin, un bruit terrifiant réveille Alan. J'ai entendu un énorme fracas à côté du lit. La chambre était sombre et la porte fermée. Il faisait noir. Je n'y voyais rien du tout. J'étais transi de peur. Je m'attendais au pire. La suite des événements dépasse l'entendement. Alan sent tout à coup quelqu'un monter sur le lit. J'ai senti le matelas s'enfoncer sous le poids de ses pas tandis qu'il avançait. C'était à n'y rien comprendre. Puis, il s'est brutalement attaqué à moi, tandis que j'essayais de me défendre. Sous le regard horrifié de sa femme, Alan lutte pour sa vie, contre un assaillant invisible. Il a essayé de m'étrangler. Je me débattais contre une entité qui essayait de m'étrangler. J'avais l'impression de respirer dans un sac de plastique enseveli sous une tonne de briques. Juste au moment où Alan est sur le point d'abandonner, son assaillant disparaît. Le couple, sous le choc, se demande s'il n'a pas rêvé. Mais il ne tarde pas à voir que ce n'est pas le cas. J'avais des empreintes et des ecchymoses autour du cou. Et les marques de violence ne s'arrêtent pas là. De nouvelles preuves montrent à Alan qu'il n'a pas rêvé. Un jour, quand j'étais au travail, mon fils m'a demandé de lui montrer mon dos.
Mais j'ai refusé, car j'avais peur de ce que je risquais de découvrir. Mais il a insisté, alors j'ai levé ma chemise. J'avais une énorme tuméfaction dans le dos avec les veines en saillie. Le médecin m'a confirmé que c'était le résultat d'un violent coup. Avec du recul, Alan croit que la visite de l'étranger était peut-être un avertissement. Je ne sais pas si cette photo y est pour quelque chose. Je ne sais pas, mais tout a commencé quelques jours après que je l'ai eu déchirée. Encore aujourd'hui, Alan a du mal à accepter cette attaque. Si on m'avait dit il y a 2 ans qu'un fantôme me ficherait une raclée, j'aurais éclaté de rire. Moi aussi, j'ai déjà eu affaire à des esprits spiritueux, juste avant de me réveiller avec la gueule de bois. Mais c'était dans le bon vieux temps. Tout ça est bien étrange. Un homme frappe à la porte d'Alan, sans même dire bonjour. Et une force invisible attaque Alan dans sa chambre, sans même frapper avant d'entrer. Tout ça après un violent séisme. Pas étonnant qu'Alan soit en rogne. Les fantômes sont généralement discrets, mais celui-là est loin d'être un enfant de cœur. Alan Bennett a-t-il été attaqué par un fantôme? Si oui, pourquoi après un séisme? Les esprits peuvent-ils infliger des blessures physiques? Alan a eu affaire à une entité démoniaque. Un homme est sauvagement battu dans son propre lit par un assaillant invisible. Qui a bien pu l'attaquer? Anton Herrick, un enquêteur du paranormal de Christchurch, a été embauché par les Bennett pour faire la lumière sur cette affaire. Je n'avais jamais enquêté sur un cas d'agression physique. Mais j'ai tout de suite compris qu'Alan craignait réellement pour sa sécurité. L'enquête d'Anton Herrick l'amène à tirer une étonnante conclusion. Il croit que le séisme de Christchurch a fait des dommages insoupçonnés en libérant des esprits malicieux. Une théorie appuyée par l'augmentation de l'activité paranormale. Les témoignages sur notre site web, les courriels et les appels ont monté en flèche après le séisme. On a littéralement été submergé de travail. Il croit que l'un de ces esprits sommeillait dans la maison d'Alan Bennett, jusqu'à ce qu'il soit réveillé par ses travaux de rénovation. Les rénovations déclenchent régulièrement de l'activité paranormale. Alan a eu affaire à une entité démoniaque. Peut-être l'esprit de l'homme dont la maison a été détruite et reconstruite par Alan. Anton croit que le séisme a décuplé l'énergie du fantôme, ce qui lui aurait donné la force de s'en prendre physiquement à Alan. Les séismes libèrent énormément d'énergie. Des formes d'énergie que personne ne soupçonne. Très similaires à celles que dégagent les fantômes. Le séisme de Christchurch a-t-il réveillé le fantôme qui a attaqué Alan Bennett? L'activité sismique peut-elle créer des passerelles entre le monde des humains et celui des esprits? La psychologue Anna Baranowski croit aussi que le séisme est à l'origine des étranges rencontres d'Alan, mais pas parce qu'il a libéré des fantômes. Selon elle, le séisme a provoqué chez lui un tel stress qu'Alan a développé un trouble rare qui touche fréquemment les personnes exposées à un danger extrême, comme les soldats au combat. L'état de stress post-traumatique, ou ESPT. Quiconque est exposé à un événement extrême peut développer un SPT si cet événement était particulièrement terrifiant ou a constitué une menace pour la vie. D'abord connu comme le traumatisme dû au bombardement pendant la Première Guerre mondiale, le SPT est le trouble psychologique le plus répandu chez les soldats. Mais ce n'est que depuis la guerre du Vietnam qu'on le considère comme un état grave, pouvant parfois durer des dizaines d'années. J'ai beaucoup de militaires parmi mes patients. Certains d'entre eux ont vécu les horreurs de la guerre il y a 20 ans. Et ils ont consulté tout récemment pour la première fois. Anna Baranowski croit que les visions d'Alan pourraient s'expliquer par les violents cauchemars et souvenirs qui caractérisent le SPT. Alan a été inondé de pensées, de souvenirs et d'images qui lui ont fait revivre le traumatisme, ce qui a provoqué l'exacerbation et le déclenchement de réactions psychologiques et émotives en cascade. Un traumatisme psychologique a-t-il amené Alan à imaginer une rencontre avec un fantôme? Comment alors expliquer les traces de violence physique? Le docteur Joe Fisher est professeur de physiologie à l'Université de Toronto.
Il croit également que le séisme a provoqué les visions d'Allen en libérant une menace plus mortelle que n'importe quelle apparition. Un poison si sournois qu'on ignore tout de sa présence. Jusqu'à ce qu'il nous tue. Le monoxyde de carbone est un gaz sans goût ni odeur. On ne peut détecter sa présence à l'œil nu lorsqu'il se répand dans l'air. Le monoxyde de carbone se dégage de tout combustible qui brûle sans avoir suffisamment d'oxygène. Le monoxyde de carbone est la cause de décès et de malaise par empoisonnement la plus répandue dans le monde. Le danger du monoxyde de carbone tient à son affinité pour les molécules d'hémoglobine de notre sang, qui transportent l'oxygène dans le corps jusqu'au cerveau. En présence de monoxyde de carbone, l'hémoglobine s'associe avec lui plutôt qu'avec l'oxygène. C'est ce qui le rend si toxique. Une quantité infime de monoxyde de carbone suffit pour provoquer un empoisonnement. Cela explique-t-il la violente agression d'Allen? Le Dr Fisher est persuadé que le monoxyde de carbone lui a fait voir et entendre des choses qui n'étaient pas là. L'empoisonnement au monoxyde de carbone provoque notamment une sorte de syndrome neuropsychiatrique, entraînant des hallucinations chroniques, entre autres symptômes. La maison d'Allen s'est-elle remplie de gaz? Cette théorie est encore plus convaincante quand on sait d'où proviendrait la fuite. Les séismes libèrent du monoxyde de carbone. C'est d'ailleurs un des moyens pour les satellites de savoir qu'un séisme est survenu. Des hallucinations causées par le monoxyde de carbone? Ça me paraît plausible, mais une question demeure. Comment expliquer les tuméfactions d'Allen? Il était confus, a halluciné et a dû foncer dans un meuble, ou il était si apeuré qu'il est tombé et s'est cogné d'une manière ou d'une autre. Le monoxyde de carbone a-t-il fait perdre la tête à Allen Bennett? Le stress post-traumatique est-il à l'origine de son agression paranormale? Ou des esprits malveillants ont-ils été réveillés par une onde de choc sismique? Bizarre, ou quoi? Voilà d'étonnantes histoires d'objets hantés de partout dans le monde. En Floride, les pilotes décédés dans l'écrasement de leur avion reviennent d'entre les morts pour hanter des vols d'Eastern Airlines. En Grande-Bretagne, un mystérieux portrait est habité par l'âme de son auteur. Et en Nouvelle-Zélande, un séisme réveille un fantôme qui s'en prend à un homme dans son sommeil. Est-ce là la preuve que des objets inanimés peuvent être habités par l'esprit des morts? À vous de juger. À la prochaine pour de nouvelles histoires plus bizarres les unes que les autres.